Le chapitre des angoisses est un chapitre bien difficile à écrire. Quand j'ai commencé, j'ai ressenti comme une flemme qui me collait au doigt, une douleur attachée à ma mémoire. Pour bien faire, pour y mettre les mots exacts, il m'est nécessaire de revivre ces moments, en tout cas certains. Obligé d'une façon ou d'une autre de me projeter dans cet univers de mal-être où le visible et l'invisible s'associent, tels des monstres laissant s'infiltrer un monde mouvant, vicieux, inconstant, mais aussi permanent. Un monde capable de vous retourner en très peu de temps. Mon être tout entier, mon cerveau, mon corps, mes pensées, mes sentiments sont aujourd'hui convoqués. Il me faut donc replonger dans cette affreuse intimité. Celle des questions infinies, des réponses multiples, incessantes, n'est pas forcément bonne, celle qui tourne en boucle. Comme beaucoup, je me suis posé des questions sur la vie, la mort, la maladie, l'absence, le rejet. Enfant, ces angoisses-là me tiraillaient à l'heure du dodo. Et pendant la nuit, j'emportais de grands mystères. Et parfois, le lendemain, j'osais poser des questions à mon entourage. Et enfin, il fallait que je finisse par une compréhension pour me dépouiller de mes agitations mentales. D'autres fois, je jouais avec les perceptions que j'avais de mon corps. Il était tantôt trop long, trop court, mou, dur, avec ou sans bras ni jambes, liquide. Et il se pointait comme par enchantement des pensées folles de mal-être que je mettais quelques secondes, voire quelques heures ou quelques jours à faire disparaître. Avec le temps, les préoccupations et les demandes de la vie se firent de plus en plus importantes, denses, intenses. Il m'était alors impossible de laisser passer quelque chose, un événement, une pensée, sans l'intégrer, la malaxer intellectuellement. J'entretenais alors un véritable interrogatoire avec la vie, m'amputant, par la même occasion, de véritables possibilités saines d'exister. La seule chose qui m'importait, c'était de comprendre. C'était donc ma première raison de vivre. Sans comprendre, je ne pouvais pas être sereine. Avec la compréhension, j'avais l'illusion de mesurer, de contrôler, de savoir le monde entier. Cela me permettait d'assouvir mon hypervigilance, d'entreprendre sans mourir, vivre sans souffrir trop du regard de l'autre ou de ses jugements. C'est aussi ainsi que j'évaluais ma peur du rejet et de l'abandon. Alors j'ai commencé à avoir peur de tout et de rien au moment exact où je faisais le triste constat que les gens, leur monde me décevait tout autant qu'il m'effrayait. J'ai donc commencé à avoir passé devant moi le cortège incessant des plus grosses angoisses jamais vécues. Claustrophobie, peur de mourir, de disparaître, de me perdre, dissociation, peur de devenir folle, phobie d'impulsion. Cette dernière fait partie des troubles obsessionnels compulsifs, autrement appelés les TOC. Je les ai supportés pendant plusieurs années, à des moments de très grande anxiété pendant lesquels ma vie était vide de sens et vide d'activité. Imaginez-vous être pétrifié à la vue d'un couteau ou d'une paire de ciseaux pointus qui pourraient traîner, lesquels causeraient votre perte directe. La vue seule de ces objets provoquait chez moi une terreur infinie, la très grande peur que je m'en serve contre moi, entraînant ainsi l'illusion, la projection que je pourrais m'en servir pour me crever les yeux, par exemple. Je restais rivé sur ces instruments, malaxant sans cesse mes pensées, jusqu'au moment où je m'en écartais, suant, transpirant de ce qui venait de se passer. Et que s'était-il passé ? Eh bien rien, absolument rien, sinon une peur, une angoisse de tout ce que j'imaginais. Mon inquiétude était attisée par la vision de films de l'époque, comme Pulsion de Brian De Palma, un thriller dans lequel les personnages complexes, aux troubles psychotiques effrayants, essayent de résoudre une série de meurtres.
Ici, personne ne semble maîtriser quoi que ce soit, pendant que ces atrocités assassines se multiplient sans apaisement. Mon angoisse, à cette époque, était alors de me réveiller la nuit de façon inconsciente et de zigouiller mon voisin. Rassurez-vous, cette peur de perdre le contrôle en est restée à ce stade. D'autres moments, tout aussi effrayants, étaient sans doute les dissociations. Dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, il arrivait que je ne reconnaisse pas la réalité de l'illusion. Tout d'un coup, j'étais persuadée de vivre dans un rêve où mon corps n'était plus le mien. Alors survenait le cortège habituel panique de la sueur, des battements du cœur, du désemparement, dont je ne parvenais pas à me débarrasser, malgré toute l'application que je mettais pour faire disparaître l'enfer dans lequel je vivais. Rien de mon entendement n'était capable de me délivrer de ce trouble puissant, puisque mon esprit entier y était enfermé. À cette époque, je ne savais pas qu'il existait autre chose que mon mental pour dépasser ces épouvantables moments. J'avoue garder un vrai inconfort, voire une réelle panique, lorsque, encore aujourd'hui, je ne suis plus capable d'avoir confiance en ma perception. En temps de très grande fatigue émotionnelle, je dois m'appliquer pour ne pas être inquiète et accueillir la réalité sans la contester, en la prenant telle qu'elle est. Car il faut bien le dire, si je prends le réel pour une chimère, c'est parce que mon esprit même me joue des tours. Il œuvre contre moi pour me protéger. Mais ça, je ne le savais pas encore. Maintenant, imaginez-vous vivre dans la peur de vous perdre à n'importe quel moment. Dans la peur de perdre votre chemin. Combien de fois je me suis retrouvée dans le bus, sur le chemin de la bibliothèque, à me réveiller de mes songes en prenant conscience que je n'avais pas fait attention au chemin emprunté. Alors que je le connais par cœur, à émettre des doutes sur ma capacité à revenir sur mes pas, tout en accueillant les palpitations témoins de ma peur soudaine, parce que je n'avais pas maîtrisé de ma conscience le trajet de son début jusqu'à mon réveil. Peur de ne pas avoir vu, reconnu, peur de me perdre, me terrifier lors de mes déplacements. Pour me rendre en vacances, j'avais alors installé un protocole. Baliser tout le trajet pour me donner la chance, si besoin, de m'échapper de ma trajectoire. À n'importe quel moment, m'appliquant avant de voyager à maîtriser, à connaître toutes les sorties de l'autoroute, les échappées possibles, les aires de repos. Bien sûr, plus le chemin était long, plus j'avais des chances qu'une peur panique s'installe. Quelles furent mes joies lorsque, devenue conductrice, au volant de ma propre voiture, je me suis sentie dans la toute-puissance de chaque mouvement. Un vrai bonheur. Et voulez-vous que je vous dise, ayant le choix entre le stop ou encore, de paniquer, de m'arrêter, de rebrousser chemin ou de continuer un tout petit peu plus encore, je suis fière de vous dire que je n'ai jamais baissé les bras, même la peur au ventre, tout simplement parce que je savais que cette peur serait la même 100 kilomètres plus loin, la même au bout du chemin. Alors, une fois arrivée, mentalement, je me refaisais le chemin à l'envers pour me rassurer et me donner le sentiment de pouvoir réagir aux peurs à venir. À cela s'ajoutait une autre peur, celle de ne pas savoir aller rester dans un lieu inconnu. Peur de manquer de repères, sans aucun doute. Je devais être au courant de ce lieu sur la carte. Où était l'habitation dans ce lieu? Connaître les endroits clés comme la mairie, l'hôpital, l'entrée de l'autoroute. Je devais y installer mes habitudes, comme définir la place de mes objets. Ou surtout délimiter mon espace personnel et vital, comme pouvoir m'isoler et me reposer à souhait. Quand je ne prenais pas ce temps-là, qui était surtout un temps mental, une angoisse poussait dans mon ventre de façon systématique. Et cette angoisse était paralysante, bien qu'elle ait évolué dans le temps.
Au début, j'étais obligé de partir avec d'autres, ce qui ne me garantissait pas une paix absolue, seulement la possibilité d'entrevoir un départ croyable. Ce n'est que récemment que j'ai tenté, par exercice, l'aventure seule, dans un lieu inconnu, pendant plusieurs jours. Je ne suis pas vraiment sereine, mais beaucoup plus armée. J'y trouve maintenant un peu plus de plaisir et parfois de la paix, rejetant l'anxiété par usage de la respiration et bien d'autres techniques et consciences dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Dans le même registre, je veux parler du manque de repères, de références. Je n'ai jamais vraiment trouvé de bonheur dans les pays qui ne parlent pas le français. Même avec un peu de connaissance dans la langue et de confiance en moi, comme en Espagne ou en Angleterre, je vois s'installer une vraie peine et parfois une panique à ne pas maîtriser l'espace de compréhension et d'agissement nécessaire. Je commence alors mon tourisme avec légèreté, jusqu'au moment, sans doute par fatigue, où mon esprit vrille et par non-appropriation des faits, invoque la possibilité d'une complication, si bien que l'inquiétude apparaît à son paroxysme et la panique s'exécute par des mouvements intérieurs intenses, générant de l'affolement et un besoin effréné de me mettre en mouvement, comme pour échapper à un état ressemblant à une mort imminente. Je finis par ressentir de l'étouffement, à vouloir m'échapper de cet espace non géré et à vouloir exiger de retourner chez moi. L'angoisse que je n'ai jamais dépassée est la claustrophobie, générée à la suite d'une très grande dépression, un meltdown, comme on dirait aujourd'hui. À 18 ans, je m'effondre nerveusement, un trop-plein émotionnel, des expériences vides de sens, ressenties comme inutiles, parfois injustes, une incapacité à agir, à m'exprimer. Et à cela, vous rajoutez le rejet et l'agression. Bref, j'ai pété un câble. S'ensuivent, des mois durant, une errance nerveuse, une confusion mentale dans lesquelles s'inscrivent la peur profonde de tout. Précédant cet état, je laissais en moi évoluer la peur de manquer d'air, les jours de ciel noir. Oui, vous avez bien compris. Alors, les jours de mauvais temps, je ne sortais pas de la maison, tout simplement parce que il y avait ce plafond de nuages au-dessus de ma tête. Je faisais tout pour ne pas y penser. Je parlais de cette angoisse de ne pas pouvoir respirer. Alors j'évitais de prendre les transports en commun sous terre. C'était devenu une chose impossible. Si bien qu'au lieu de prendre un RER pour un trajet de 30 minutes, j'organisais des déplacements de 1h30 à 2 heures, conjuguant le RER sur terre, le train et le bus. Les crises les plus importantes demeuraient celles pendant lesquelles le RER s'arrêtait. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais abdiqué. En premier lieu, j'accusais réception de l'incident technique. Je me disais, tout va bien aller. Puis venait le flot des pensées diverses et variées, mais rarement positives. Parce que venait l'incapacité alors de faire évoluer sainement ma pensée. Ces petites phrases du genre « Putain, le train s'arrête. Mais quand est-ce qu'il va redémarrer ? Ah, mais ça met longtemps. Je vais faire une crise. Je vais crier. Non, je vais pas avoir assez d'air pour attendre. Je suis coincée. Les gens vont me voir devenir folle. Et même s'ils me voient folle, ça changerait rien à ma crise, à mon manque d'air. Oh non, le train n'est toujours pas reparti. En fait, il repartira jamais. Et à ce moment même, outre les mains moites, mon cœur battait la chamade, ma vue se troublait, et le tout s'accompagnait d'une envie irrépréhensible et subite d'uriner. Enfin, dans ma détresse, me sentant coincée, je finissais par vouloir crier, gueuler, espérer de m'échapper. Seulement ça, heureusement, je ne l'ai jamais fait. Alors, pour éviter de me sentir dans un espace étriqué, trop petit, dans une sorte d'impasse dans laquelle j'imaginais que tout pouvait finir, s'arrêter, mourir, s'évanouir, j'ai évité tous les lieux angoissants. J'ai monté jusqu'à 18 étages pour éviter l'ascenseur. J'ai fait des kilomètres ou refusé d'amicales vacances pour contourner des tunnels rencontrés sur mon chemin.
Je ne connais pas d'autre continent que l'Europe pour empêcher tout vol en avion que je n'ai jamais pris. Aujourd'hui, la seule chose que j'affronte, ce sont les routes et les parkings souterrains. Une autre peur, celle de la maladie. Celle-ci, elle ne m'a jamais quitté non plus. Fort heureusement, mes mauvaises pensées sur le sujet ne sont plus quotidiennes. À 12 ans, je craignais d'attraper la rage et qu'on me trouve tout un tas de cancers. Aujourd'hui, la réalité de l'âge et les progrès des dépistages me donnent mille et une occasions de flipper, mais je sais écarter l'ombre de la peur et faire la belle autruche, ce qui me vaut de mettre des semaines, voire des années, à prendre un rendez-vous chez le médecin. Bien plus, mon anxiété peut démarrer à la seule idée d'être en relation avec ce qui touche de près ou de loin les choses médicales. Téléphoner au praticien, faire une demande de rendez-vous, patienter dans la salle d'attente font de moi pendant quelques minutes, voire quelques heures, une véritable malade. Oui, ces croyances passagères sont en occasion de me lier avec le pire, pour imaginer qu'avec fatalité la maladie m'attend comme la foudre en plein orage. À cela j'ajoute une myriade de signes aussi loufoques que sérieux. Mais là, jusqu'à présent, ce sont mes interprétations qui se sont trompées. Je vais vous raconter une anecdote. Imaginez, un jour, vous retrouvez avec des mains violettes. Faire le même constat le lendemain et le surlendemain, jusqu'à comprendre que ces mains sont devenues violettes tout simplement parce qu'elles sont allées dans la poche de votre nouveau jean dont la teinture n'est pas vraiment fixée. Eh bien, j'ai cru pendant plusieurs jours avoir de gros problèmes de circulation, jusqu'à peut-être croire qu'on allait m'amputer des 2 mains. Bien sûr, ces angoisses ne se produisent pas tout en même temps. Je dirais même qu'une prenait la place de l'autre, et ainsi de suite. Mais dans ces états d'anxiété quasi permanente, elles étaient pleines d'inspiration, me prenant par derrière, à n'importe quel moment, me donnant l'argument ultime de me replier pour ne plus subir. Oui, parce que ces épisodes récurrents dans un premier temps s'élaboraient à l'intérieur de moi. C'était pas la réalité qui était effrayante, mais moi qui construisais toute seule ce monde horrible. Combien de temps il m'a fallu pour l'admettre, l'éprouver. Pendant un temps, j'ai pensé que j'étais dingue, anormale, que je pouvais même être dangereuse pour les autres. Je prenais tout cela très au sérieux. J'en avais même honte. Je finissais parfois par ne pas sortir, par me priver de fêtes, de compagnie. Bref, pour finir, je ne me donnais que peu d'importance. J'étais persuadée que je resterais ainsi toute ma vie, sûre de ne pas m'en sortir, ou peut-être un jour. Ça irait mieux. Mais en tout cas, que je n'étais pas maîtresse de la situation. Dans cette tourmente incessante, il y avait heureusement des moments d'apaisement. Le plus simple, pour ne plus angoisser, était de rester à la maison. En gros, à cet endroit, rien ne bougeait. Enfin, rien ne devait bouger, bien que j'ai quelques très grosses angoisses à l'intérieur de mon petit nid. À la maison, je restais cloisonnée dans ma chambre de 6 mètres carrés, au milieu de mes petites affaires, comme on dit, m'abandonnant à mes habitudes réglées comme du papier à musique. J'aimais fondamentalement écrire et je passais beaucoup de temps à trouver les mots justes à ce que je cherchais à exprimer. Cette activité me donnait les moyens également de prendre de la distance face à mes tourments. Les livres aussi m'apportaient un soutien amical, apaisant, en me donnant des réponses, celles dont j'avais besoin pour sortir le bout de mon nez. Ils étaient mon tranquillisant, me reliant directement à mes intérêts spécifiques. Seule, avec mes pensées, je pouvais rester des heures, des jours entiers sans sortir, le temps de retrouver sécurité et force. C'est d'ailleurs à force de penser et d'agir dans ma tête que j'ai réussi aussi à structurer ma vie, à la rêver, à la rendre stable et vivante. Cependant, cet enfermement de protection, tout aussi délicieux qu'il était, pouvait devenir un enfermement toxique, me coupant des gens et du monde, me rendant à ce qu'il y a de plus terrible dans la solitude, ce besoin d'être comprise, écoutée et considérée. J'avais alors des moyens plus compulsifs et intrusifs pour me calmer d'une tempête. Mais tout ça, je vous le raconterai dans le prochain épisode.